reculer ou même devant les gens, mais sans qu'on soit vu. La question n'est pas d'être identifiable, parce qu'effectivement on peut l'être sur Internet, c'est que d'emblée je vais dire les choses, c'est pas tout à fait comme ça que je pense, mais on peut avancer caché. Voilà. On tourne toujours autour de cette définition de l'espace public. On a parlé tout à l'heure de il y a des règles comme dans un espace public. Est-ce que ça c'est partagé? Livia, bonjour. Tu vas rester de ce côté-là. Je fais des petits twists. Sur les règles partagées. Donc, même en réponse à la question. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Denis sur le fait qu'on est identifiable sur Internet. Il y a 80% d'Internet qui est dans le dark web, donc on peut faire ce qu'on veut, vraiment. Et sur les histoires de règles, c'est quand même des... Moi, je suis un peu déformée parce que je travaille avec les personnes âgées. Et pour les personnes âgées, les règles du web, elles n'ont absolument aucun sens. Du coup, ce n'est pas des règles qui sont accessibles à tous. Et par exemple, le petit circonflexe, pour plein de gens, ça veut dire qu'on rigole. Mais pour un vieux de 80 ans qui découvre Internet, ça veut dire que la personne est fâchée. Donc même en dehors des règles, il y a aussi des us et coutumes qui ne sont pas très accessibles. Alors que finalement, quand on sourit à quelqu'un dans l'espace public, on sait qui sourit. Si on fait la tête, on sait qui fait la tête. Alors qu'il y a des règles parfois très simples de cordialité sur Internet qui ne sont pas accessibles à tous et qui finalement ne sont pas si facilement identifiables. Moi, j'ai cherché beaucoup de glossaires, des abréviations, des émoticônes, tout ça. Du coup, votre point, c'est de dire que contrairement à l'espace public, sur Internet, les règles ne sont pas connues ou censées être connues de tous. C'est ça. D'accord. C'est votre point. Okay. Oui. Karine. Là, vous parlez d'us et de coutumes, mais pas de règles. Les règles, pour moi, ça fait référence à quelque chose de légal. Et donc, pour le coup, dans l'espace public et sur Internet, les lois, quelque part, sont les mêmes. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de discrimination, on parlait... Enfin, pour moi, c'est pas vraiment un argument. On est plus dans une culture, plus que dans des règles. Alors moi, je suis juriste, hein, donc les règles, en fait, c'est tout. C'est la loi, c'est les us et coutumes, c'est les règles d'usage, c'est ce qui se fait. Donc si on parle des lois d'Internet, dans ces cas-là, on pourrait dire oui, et encore, c'est quand même nettement plus difficile de faire valoir ses droits sur le contenu numérique, quand même. Même sur des sites qui sont franco-français, mais qui en fait sont toujours hébergés, enfin très souvent, au moins en Europe de l'Est, voire beaucoup de manière beaucoup plus lointaine. Voilà, quand on voit à quel point c'est difficile d'activer le droit à l'oubli, par exemple, c'est une loi, pourtant elle est quand même particulièrement compliquée à mettre en œuvre. Quelqu'un m'agresse ou diffuse, j'en sais rien, sur mon lieu de travail une photographie qui ne me plaît pas, je peux tout à fait aller porter plainte très directement au commissariat à côté de chez moi. Je peux faire retirer une information sur Google, c'est quand même nettement plus compliqué, il faut être nettement plus armé, et je ne suis pas sûre que le commissariat à côté de chez moi sera toujours à même de me donner les informations sur les démarches pour. Je ne suis pas sûre. Se faire agresser dans la rue, aussi. Ça ressemble à une bagarre. Pardon. Ah pardon, la bataille est Ouais, faut qu'on passe ça. Nous avons un premier mouvement dans ce deuxième mouvement, messieurs, dames. Deux mouvements d'un coup. Ok, qu'est-ce qui vous a poussé à bouger? En fait, j'étais plus de ce côté-là à la base, mais je me disais, il y a peut-être des arguments contre, et ça m'a pas convaincu, je suis désolée. Donc en fait, je suis d'accord avec eux. Ok, mais sur quoi précisément? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment bouger, même si t'étais plutôt de cette Pour moi, sur Internet, il y a des règles, mais il n'y a pas vraiment de loi. Il y a des choses qu'on doit respecter de manière tacite, parce que c'est parce qu'on ne le fait pas dans la rue qu'on ne le ferait pas sur Internet en théorie. Ça ne nous empêche pas de le faire, et ça se fait quand même. Donc c'est pas la même chose, on ne peut pas comparer Internet à la rue pour moi, c'est pas les mêmes. On n'est pas sur la même échelle. Ok. Pierre? Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'argument il n'y a pas de loi sur Internet. C'est quand même un sujet sur lequel on a énormément légiféré ces dernières années. Il y a beaucoup de lois. Après, qu'il y a un problème d'application, qu'il y a un manque de moyens, c'est autre chose. Mais ça ne participe pas forcément de la définition. Et je suis assez d'accord avec ce qui a été soulevé là, par Karine. C'est que, oui, je veux
bien que la police ne soit pas forcément efficace pour Internet, mais on a des tas de cas d'agression où la police refuse les plaintes, n'est pas formée à l'accueil des victimes. Pour moi, c'est pas du tout spécifique au web ce genre de Il ne faut comportement. pas migrer non plus vers le bas obligatoirement. Pas parce que la police n'est pas bonne sur la réception de plaintes de femmes violées, vulnérables. C'est un argument qui était cité. Pour moi, ce n'est pas spécifique à Internet. C'est surtout ça. Ah, Très bien. Bon, j'avais Ah. un autre point aussi. c'est bien. Après, on va passer à la prochaine slide quand même. L'idée, c'est une mise en bouche, hein, donc il ne faut pas se sentir frustré. On va passer un petit peu vite parfois. Mais... Dans le pas d'accord peut aussi Oui. y avoir du positif. C'est pas un espace public comme les autres, et du coup on peut faire beaucoup de choses parce que c'est pas un espace public pour les autres. Et notamment donner la voix à des causes et à des choses qu'on ne pourrait pas faire dans l'espace public. Voilà. C'était juste pour mettre du positif, même s'il n'y a pas que du positif. Merci. Bon, je vous propose qu'on rebatte les cartes et qu'on passe à la slide suivante, qui est l'essor du numérique nuit à la cohésion sociale. Qu'est-ce que vous en pensez? L'essor du numérique nuit à la cohésion sociale. C'est le principe du débat mouvement. Alors, l'essor du numérique nuit à la cohésion sociale. On a beaucoup d'indices, donc des arguments pour et contre à la fois, ça va être sympa. Alors, déjà je suis bloqué. Est-ce que tout le monde est positionné? Pas d'accord. Alors, l'affirmation, c'est l'essor du numérique nuit à la cohésion sociale. C'est pour ça qu'on recule. Alors, est-ce que tout le monde est positionné? Ils sont très pas d'accord. Olivier, c'est ça. Allez, Non, mais je sens. voilà. Ou un peu plus à gauche, sinon. Voilà. Alors, on va commencer par là. Je change un peu. Alice, ça va? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es d'accord avec cette affirmation? Alors, L'essor du numérique nuit à la cohésion sociale. Eh bien, parce que tout le monde n'a pas accès forcément aux outils numériques de manière générale. Donc, c'est un argument qui fait que ça ne va pas en améliorant les choses. Ok, très bien. Alors, on va repasser un petit coup là-haut quand même. Et puis après, je reviens vous voir. Alors, monsieur Étienne. Oui, je pense que c'est plutôt le contraire. L'essor du numérique, surtout chez les jeunes, est un facteur de cohésion sociale par les réseaux sociaux, tout simplement. D'accord, donc par rapport à une cible particulière, un segment de la population particulier? Oui, absolument. D'accord. Bien. Alors, il y a beaucoup d'indécis, donc j'imagine que vous avez des arguments à la fois pour et contre. Véronique? Tout à fait. D'un côté, je ne suis pas d'accord parce que je pense que ça peut apporter beaucoup à la cohésion sociale, notamment des gens qui ne seraient pas en contact dans le monde réel et qui peuvent justement se retrouver par le biais des réseaux, mais plus largement sur Internet. Mais je me dis que, du moins temporairement, ça nuit effectivement encore à la cohésion sociale parce qu'il y a effectivement cette fracture numérique où tout le monde n'est pas au même niveau et il n'a pas accès ou la maîtrise des outils. Est-ce que cette question de la fracture numérique, c'est assez largement partagé, la raison pour laquelle vous êtes nombreux à vous être mis au milieu? Oui. Parce que c'est l'argument pratique. Pas tout à fait, parce que non, mais la fracture numérique concerne assez peu de monde aujourd'hui. Le gros problème en fait du numérique. Combien? L'exclusion, pardon. L'exclusion numérique. Oui. Mais oui, ça c'est. On évite les petits débats. On a l'apéro pour ça. Non, mais l'essor du numérique peut nuire énormément à la cohésion sociale et on sait que notamment une grande partie de la solitude des Français et notamment des plus jeunes qui subissent, dont certains ont subi du harcèlement, nuit totalement à la cohésion sociale. Donc ça peut avoir exactement l'effet inverse. Donc, ce qui a été dit. Ok. Beaucoup d'études. Comme promis, je reviens vers vous, chère Laurence. Ça nuit dans le sens où pour l'instant c'est une redistribution des cartes. Enfin, le numérique c'est un autre mode de fonctionnement et pour l'instant on n'a pas toutes les clés. Donc il y a forcément un moment où c'est de doute pour tout le monde et donc ça nuit à la cohésion en attendant que... C'est un secteur tellement mouvant qu'on a du mal à appréhender tous les tenants et les aboutissants et donc à se positionner par rapport à lui.
Oui, tout un chacun. Enfin, c'est un mode de communication tellement nouveau. Enfin, ça transporte jusqu'à nos cerveaux, donc qui s'adapte. Donc tout le monde fonctionne un peu différemment quand il y a accès. Après, il y a un problème de quantité d'informations disponibles aussi, qui fait que on sait plus. Enfin, il y a un certain nombre de personnes. Ça c'est moins bien qu'avant. Comment ? Ça c'est moins bien qu'avant. Ah, j'ai aucune idée si c'est bien ou c'est moins bien. C'est que ça génère un changement complet dans notre façon de faire du lien, d'être ensemble, de concevoir les choses. C'est une complète révolution, quoi. Donc, problème de cohésion sociale, ouais, entre autres. Ok. Denis, qui est au milieu, ou plutôt pas tout à fait. Plutôt, en fait, il y a la question de l'échelle de temps. Et ça me fait réagir, c'est-à-dire que, comme la question précédente, dans quelle échelle de temps se situe-t-on ? En 1789, on aurait pu dire que la Révolution française, c'était très mauvais pour la cohésion sociale. N'empêche que la démocratie est passée par là, on a fait peut-être quelques progrès. Ça marche. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont bougé. Ah ben voilà, il suffit que j'ai dit ça pour que Karine vaillamment repasse de l'autre côté. Bon bah, du coup, je vous propose de commenter votre déplacement subit. Non, parce que l'argument m'a convaincu. Je pense qu'on est dans... Pour le moment, en effet, si on prend l'instant T, on est dans quelque chose qui est très disparate avec des usages et des façons d'appréhender l'outil numérique et Internet complètement différents. Mais que quand toute la transformation numérique de la société sera effective, on construira, on bâtira une démocratie avec ça, quoi. Et donc, quelque part, la cohésion, elle se refera de façon naturelle. Enfin, pas naturelle, on travaillera dessus. Les associations ont un rôle à jouer. Je crois que c'est l'objet un peu de débat. Alors, Étienne, vous êtes déjà parlé. Donc, du coup, je me dirige plutôt vers là, mais je ne vous oublie pas. Moi, je voulais rajouter, c'est sur le lien de cause à effet entre l'essor du numérique et la perte de lien social. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait lié. Déjà, le numérique, c'est ce qu'on en fait, qui nuit ou qui nuit pas, ça peut avoir des impacts tout à fait positifs aussi. Il y a plein d'exemples sur lesquels, justement, ça remue de la cohésion sociale. Et en fait, s'il y a disparition de lien social aujourd'hui, c'est peut-être pas à cause du numérique, c'est peut-être parce que tout ce qui existe, tous les autres facteurs sont plus là aussi. C'est que les gens sont plus là, c'est qu'il n'y a plus d'interlocuteurs physiques. Et on incrimine le numérique, mais parce que c'est bien pratique aussi. Donc, ce n'est qu'un outil. Il y a quoi comme exemple Entourage. C'est quoi comme exemple, par exemple? Les plateformes. Mais tout dépend de ce qu'on appelle Entourage, cohésion sociale. Est-ce que c'est la cohésion de l'ensemble de la société? Je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt le sentiment d'appartenance à un groupe, une société. À l'heure où la famille n'est plus, en tout cas de moins en moins, la base de la société, où il y a une perte totale de la cohésion familiale, je crois que le fait de pouvoir retrouver une famille, entre guillemets, au moins une famille de pensée, à travers les réseaux sociaux, c'est une forme de reconstitution d'un lien social et donc de cohésion sociale. Ok. Laure, tu voulais juste répondre à la question qui a été posée peut-être par Livia. Non, mais j'ai entendu entourage, je sais, je travaille avec eux, ils se posent beaucoup de questions sur comment réellement la cohésion sociale est augmentée. C'est quand même une question d'indicateurs sur cette histoire de cohésion sociale et numérique qui sont très difficiles à trouver. Et du coup, voilà, moi, c'est des exemples un peu concrets donc, qui m'intéressent. Même de l'appel à bénévoles, en fait, c'est assez facile de lancer des campagnes aujourd'hui. On a quelques heures de libre, on regarde ce qu'on peut aider. Enfin, c'est toute cette mise en lien qui est énormément facilitée aussi. Mais qui pour l'instant ne montre pas encore sa plus-value. Entre une campagne, nous en tout cas chez les petits frères, sauf 14 000 bénévoles, on ne voit pas la plus-value entre une annonce dans le journal et une annonce sur le web ou sur Bénénova ou France Bénévole, avec qui on travaille beaucoup quand même. Mais les indicateurs n'indiquent pas que ça entraîne beaucoup plus de candidatures. Non, mais c'est un nouveau public que du coup vous n'auriez pas capté par ailleurs. Enfin, c'est forcément complémentaire des autres dispositifs. C'est un public qu'on captait déjà beaucoup dans les salons de fac en fait. Sur les salons d'engagement, des tours d'engagement dans les débuts d'année en faculté, on captait déjà beaucoup des années. Merci à l'INAFAC.
On est plusieurs à pouvoir répondre d'ailleurs. Laure. Oui, alors moi j'hésitais pas mal à cause de la question du nom, en fait, parce que j'ai l'impression que ça renforce en gros l'exclusion de certains groupes et que ça peut favoriser l'inclusion d'autres groupes. Et du coup, comme je ne connais pas assez, j'ai aucune idée des quantités, en gros. Typiquement, ce que disait Étienne sur le fait de se reconnaître une appartenance à un groupe, ça peut favoriser par exemple les communautés LGBT. Le petit jeune de 16 ans isolé dans son coin, il peut trouver un intérêt dans sa cohésion sociale. Sur la question aussi des émoticônes, j'ai vu aussi l'exemple de personnes autistes qui pour le coup arrivent mieux à identifier les émotions par émoticône que dans la vraie vie. Donc voilà, et pour moi c'est pas forcément hyper tranché. Après, j'aurais besoin de stats pour pouvoir vraiment me prononcer un peu. Juste un petit test, pour tous ceux qui sont là, si on enlevait la question qui a été évoquée à plusieurs reprises de ce côté-là de l'exclusion numérique, c'est-à-dire que si dans un monde idéal tout le monde avait un accès au numérique, est-ce que vous resteriez quand même là ou vous avez d'autres arguments à apporter? C'est un oui, c'est un non? Dans ce cas-là, vous vous déplaceriez plutôt par là, si je peux vérifier. Ça marche. Bon, je vous propose de passer à la prochaine affirmation. Ça va faire le lien avec l'intervention du gars tout à l'heure. Absolument, et on va notamment parler des associations. On rentre dedans. Donc du coup, ne pas être présent sur le web, c'est priver son association d'un grand nombre d'opportunités. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, ou vous ne savez pas? Donc ne pas être présent, là ça va manquer un peu de débat. Ouais. On va essayer d'inventer des choses, on va se faire les avocats du diable. Il y en a un qui se dévoue presque. Donc ne pas être présent sur le web, c'est priver son association d'un grand nombre d'opportunités. Laure-Lou, tu serais pas d'accord avec ça? Et l'argument. Ça dépend comment on est présent. Si on est présent avec une stratégie de com désastreuse, un site affreux, on fait n'importe quoi, au contraire, ça va pas aider. C'est-à-dire le numérique comme étant contre-productif possiblement, sans maîtrise forcément des outils en question ou des espaces en question. C'est complètement inverse, d'être trop présent, d'être mal présent. Tu fais douter des gens. Katia, en plus on vous a pas entendu encore. Vous êtes dirigée vers la rivière du doute. Laure-Lou a fait bouger quelque chose en vous? Bah oui, si on est présent sur le net d'une façon complètement négative, ne serait-ce que par des calomnies, c'est pas terrible. En plus, on ne peut pas les enlever. Est-ce que, donc là, dans les d'accord, je reviendrai vers vous, ensuite Serge. Dans les d'accord, du coup, j'imagine que vous vous appuyez aussi sur l'expérience de vos propres associations. Est-ce que quelqu'un souhaite avoir un témoignage là-dessus pour appuyer son argumentation? Maria. Peut-être que je veux parler de l'opportunité, pas pour les associations, mais pour des bénéficiaires, en fait, donc pour ceux qui bénéficient de nos actions. Parce que bon, pour une association, certes que c'est très important avec la bonne stratégie, etc., mais c'est plus pour les bénéficiaires que ça représente des opportunités. Donc je pense aux accès aux informations en ligne. Donc s'il n'y avait pas de site internet ou de réseaux sociaux, ou si les assos n'étaient pas présentes, donc en fait ceux qui bénéficient des actions ne peuvent pas savoir que ça existe. Donc c'est aussi la question d'accès aux opportunités pour ceux que nous on accompagne. Donc le web comme un outil de communication qui permet de parler efficacement de ces actions. Olivier, on ne t'avait pas encore entendu. Bonsoir. Donc oui, ça ne devrait pas y être, ça peut bien sûr un certain nombre d'associations bénéficiaires d'ailleurs d'opportunités. La cohérence et la logique, c'est que moi je considère en effet que c'est un espace public, et dans la mesure où c'est un espace public, eh bien tout acteur en fait de la vie organisée se doit d'y être, et c'est un atout aujourd'hui incontournable. Donc ne pas y être, ça serait d'autant plus que pour le coup, les jeunes par exemple, ils vont beaucoup moins dans des lieux un peu formels et institués. Donc du coup, le web, c'est l'espace dans lequel il faut être. Voilà. Ok, je reviens vers Célia puisque tu as bougé. Ah là, tu rebouges. Non, si, mais c'était un petit peu dans le même jeu. Dans le même sens que Laure-Lou. Ok, Karine aussi. Ok. J'en ai quand même un petit
témoignage. Complémentaire. Oui, mais je t'en prie. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'assauts qui viennent en disant il faut absolument que je tweete, il faut absolument que je poste des trucs sur Facebook, etc. Et quand on creuse un peu, en fait, c'est qu'est-ce que vous voulez communiquer? Donc réfléchir à ma communication, et finalement, quand on creuse, c'est presque réfléchir à revoir mon projet associatif avant de me poser la question de la communication, puis de me poser la question de la communication digitale, et après je vais aller voir quel réseau social. Et peut-être que, voilà, c'est ce que je voulais. Aussi, sur la Civic Tech, on voudrait une plateforme numérique pour être innovant. Mais encore, ça devient plus compliqué. Qui n'a pas trop parlé par ici? Ah, Jacques. Enfin, c'est vrai que bon, maintenant pour se faire connaître, on se sert davantage d'Internet qu'il y a des années. Alors c'est vrai que si on gagne beaucoup au niveau rapidité, on est obligé d'avoir une carte de visite sur Internet pour cibler davantage les publics. Voilà. Donc c'est vrai que là, il faut quand même être très vigilant sur Internet, sur le plan de financement, des choses comme ça, parce que maintenant on a la possibilité de tout faire pratiquement sur Internet, mais il faut quand même rester vigilant. Mais c'est une très bonne carte de visite pour les associations. Merci Jacques. Je crois que, bon, globalement, cette question-là ne fait pas extrêmement débat. Merci Laure Louan, c'est sympa de... C'était la plus haute fonction. Absolument, si. Dis-moi Luc, ouais, tu vas rajouter quelque chose? Oui, moi je suis venu un petit peu au milieu parce que je pense que les opportunités quand on est une association, elles sont à créer voilà, ce que tu disais, en fonction un peu de ce qu'on a envie de dire. Et on se repose sans doute un peu trop justement sur cette nouveauté que sont les outils informatiques, le numérique. Et du coup, voilà, être présent dans la rue, par exemple, ça peut être une très grande opportunité qu'on oublie d'utiliser. Ce qui rejoint en partie ce que pouvait dire Célia et sur la complémentarité des dispositifs. Très rapidement, juste pour rebondir là-dessus aussi, autour de cette rivière, on est tous en région parisienne. On baigne là-dedans aussi, mais effectivement des endroits où en fait, les pratiques elles sont différentes. Moi, dans mon boulot, on me dit souvent que dans les territoires que je connais pas, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais que dans les dom-toms, c'est rare que les assos aient des sites internet. Fonctionnent différemment simplement, et du coup, ça se fait peut-être davantage sur le lien à la proximité immédiate, à l'aspect local. Et donc voilà, c'est différent. On a aussi des prismes de francilien. Ça marche. Pour que Internet fonctionne, oui. C'est sûr. Bon, merci. On va passer à la question suivante, toujours en restant sur ce qui nous intéresse le plus, évidemment l'impact du numérique sur nos associations. Donc, nouvelle affirmation, l'essor du numérique affaiblit la gouvernance associative. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? Je redis, l'essor du numérique affaiblit la gouvernance associative. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? Je ne sais pas. J'essaie de me glisser. Ah ben, ah ben alors du coup, on va pas y louper du coup. Je pense que... Tu veux dire la force de la majorité? Ouais. David, t'as pas encore entendu. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Je vais me baser effectivement sur mon expérience dans mon asso, mais l'émergence des pratiques numériques et de plateformes qui ont permis à toutes les parties prenantes, notamment les salariés, de participer, d'être davantage informés sur les décisions, sur la stratégie et de pouvoir participer en partie à la prise de décision. Ça a renforcé, je pense, la gouvernance de la structure et c'est un projet de associatif qui est mieux partagé. Donc je pense que les outils numériques ont beaucoup favorisé ça. Alors, du coup, je redis la question, l'essor du numérique affaiblit la gouvernance associative. Ah, c'est affaibli, t'avais entendu? Donc, ok, non, mais eh bien, on va du coup se concentrer sur les personnes qui sont sur la rivière de doute. Là, Laurence, tu y es ou tu y es pas? Ah, tu es juste là, c'est subtil quand même. Bon, bah, Livia. Je suis pas sûre que ce soit l'essor du numérique qui affaiblisse la gouvernance associative. Voilà. C'est sûr qu'il y a un affaiblissement. Est-ce que c'est l'essor du numérique?
Est-ce que c'est le vieillissement des conseils d'administration? Je sais pas. Voilà. Je suis pas sûre que ça l'affaiblisse, mais je suis pas sûre que ça la renforce, du coup je suis au milieu. Non, mais dans la mesure où oui, ça peut renforcer, enfin ça peut l'affaiblir. En fait, dans quelle mesure ça peut l'affaiblir et dans quelle mesure ça pourrait la renforcer? Puisque tu t'es mis au milieu, c'est que Pour tu as moi, des arguments dans les deux sens. Ça la renforce justement pour ce qu'il a dit précédemment, dans la mesure où tout le monde peut participer à sa manière et ça permet d'avoir accès à plus d'informations pour une asso, à plus de personnes. Ça peut l'affaiblir si on s'en sert pas bien. Tout bêtement, et c'est pas donné à toutes les assos de maîtriser les outils numériques de manière efficace et de savoir rendre ces outils numériques efficaces pour tout le monde. Ça fait bouger quelque chose. Et du coup, c'est marrant parce que tout à l'heure on parlait d'exclusion numérique et dans la gouvernance associative, il y a aussi les bénéficiaires de nos actions associatives et du coup, là, c'est moins un sujet pour vous? Peut-être comme d'habitude, s'entendre sur ce qu'on entend par gouvernance associative. Ouais, ça dépend. Ça dépend des assos, mais... Ok, bah non, le principe du débat mouvant, c'est l'interprétation qu'on met derrière le terme en même temps, mais du coup, c'est pour ça que... Parce que je suis un petit peu seule, donc j'essaie de trouver des trucs aussi. Il y a quelle meilleure idée la question? Ouais. Alors, moi, je vais aller voir les gens qu'on n'a pas encore entendus, alors. Caroline. Moi, je suis assez mal placée pour parler, pas pour toi, mais... C'est pas grave, je changerai. On est toujours bien placé pour parler. Dis-moi, pourquoi tu dis ça? Alors, moi, je n'ai pas d'association, d'accord? Donc, ce que je vois des associations, c'est au niveau... je suis prestataire. Donc, j'ai un regard extérieur, ça peut être intéressant aussi. Et de ce que j'ai vu, en tout cas, la gouvernance des associations que je fréquente, elle est plutôt en rupture numérique. Âgée, population âgée, un petit peu mal à comprendre comment ça peut se passer, quels sont les enjeux, comment on peut s'en servir de façon positive. Et en ça, pour moi, c'est plutôt une faiblesse. Par contre, juste parce que je n'ai pas répondu aux questions d'avant, pour moi, c'est juste une question de temps. Il y a vraiment un facteur temps qui est très important. Et comme toutes les choses nouvelles, il faut qu'il y ait des lois, des codes, des choses qui se mettent en place. Mais je suis plutôt d'avis que ça renforce plutôt la gouvernance. Voilà. C'est juste une question de temps. Est-ce que d'autres personnes parmi vous souhaitent rajouter quelque chose, rajouter des arguments sur quelque chose qui a l'air de faire assez largement consensus, donc pas s'il y a besoin de dire 3 heures, mais des prises de parole complémentaires sur cette question-là? Non? Dans vos assos, est-ce que vous avez vu apparaître le numérique soudainement et vous avez dit waouh, c'est ce qui nous manquait pour qu'il y ait plus d'adhésion, plus de participation aux instances, pour prendre des décisions plus efficaces peut-être? Ouh, j'ai commencé à chanter, hein. Attention, méfiez-vous. Non, personne? Luc? J'ai un exemple d'une association, malheureusement, qui n'a pas vraiment vécu très longtemps. Mais à un moment donné, les fondateurs se sont retrouvés dispersés aux 4 coins de la France. Et par l'intermédiaire du numérique, notamment Skype, etc. Je ne vais pas citer de marque. Ça a permis de garder le lien. Alors, malheureusement, et puis je pense que c'est lié un petit peu à la question qu'on a évoquée tout à l'heure, le fait de ne pas se côtoyer a fait que ça s'est délité, mais l'association a quand même perduré 2 années de plus, alors que sinon elle était morte direct. Voir les choses de ce côté-là. 2 ans de répit. 2 ans de répit, c'est ça. pour ça. Bon, de toute façon, je pense que c'est une question qui sera à nouveau abordée lors de la table ronde. Donc, je vous propose de passer à la dernière slide, avant de vous libérer. Alors, à nouveau, une affirmation, les logiciels libres, c'est toujours mieux. C'est tranché. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous ne savez pas. Les logiciels libres, c'est toujours mieux. Alors, est-ce que tout le monde est positionné? Beaucoup d'indécis à nouveau. Voilà. Par où commencer? Par là, forcément. Mathilde? Je
Alors moi, dès que je peux utiliser un logiciel libre, j'utilise un logiciel libre, mais de fait, souvent ils ont beaucoup moins de fonctionnalités que les autres logiciels. Donc non, c'est pas toujours mieux parce qu'il y a souvent des fonctionnalités qui sont pas dans les logiciels libres, malheureusement, aujourd'hui. Ça marche. Alors, je vais passer de l'autre côté. Oh, les intervenants, pas forcément. Parlons tout à l'heure. Pas forcément. Qui est-ce qu'on n'a pas trop entendu, madame? Pas le prénom. Sonia. Sonia. Oui, je pense que c'est toujours mieux d'utiliser des logiciels libres. D'abord, éthiquement, je pense que c'est une meilleure façon de travailler. Ça correspond à une éthique de fonctionnement sur lequel on se sent plus à l'aise. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'accompagner un peu les structures associatives dans l'utilisation, que ce soit des logiciels libres ou pas, mais de préférence des logiciels libres de droit, et qui nous permettent d'avancer, d'être accompagnés au mieux avec ces outils. C'est ce qui nous manque un peu. On passe tout de suite sur des formations qui sont extrêmement payantes, complexes, enfin bref, il faut être plusieurs. Nous, on est des micro-associations, donc on est souvent que 2 personnes à travailler, donc ça demande vraiment une organisation, une planification et surtout un accompagnement. Merci Sonia. Donc il y a pas mal de monde qui est au milieu. Donc je vais me diriger vers Maria. Tout simplement, moi je ne sais pas si les logiciels libres sont mieux ou pas, parce que ça dépend desquels, ça dépend de ce qu'on veut en termes d'objectifs. Donc certes qu'éthiquement c'est toujours mieux d'utiliser un logiciel libre, mais concrètement, si moi j'ai un projet à faire et je ne peux pas me passer d'un logiciel libre, d'un logiciel normal, on va dire classique, parce que j'ai besoin de telle et telle fonctionnalité, certes que je ne veux pas être éthique et je vais utiliser un logiciel classique. Donc, d'une certaine manière, là. Non, propriétaire. Parce qu'on a des logiciels libres qui sont payants par ailleurs. Donc, la voie du pragmatisme, est-ce que c'est les mêmes arguments de votre côté, les mêmes interrogations? Tout le monde? Oui, globalement? Ok, donc sur la rivière du doute, on voit à peu près. Du coup, je vais repasser de ce côté-là. Karine? Alors, moi, je suis sous Linux, j'utilise des logiciels libres, mais je pense que, pour le coup, en effet, éthiquement, c'est bien mieux, mais en termes d'appropriation, ça peut être très complexe. Notamment, on parlait des bénéficiaires, des gens avec qui on travaille dans les associations. Des fois, aujourd'hui, sur un smartphone, si vous voulez, par exemple, au lieu d'utiliser Slack, on va utiliser RastaRocket, qui est son pendant libre, ça ne marche pas du tout parce que personne ne l'a installé sur son smartphone et c'est complexe. Donc, en effet, je suis plutôt pour les logiciels libres, mais c'est vrai que tout dépend aussi des objectifs qu'on se fixe derrière au niveau de l'association. Et pareil, au niveau de l'accompagnement, ça demande un accompagnement, même si Linux aujourd'hui c'est très très simple. Mais pour le coup, si on utilisait des applications, et notamment je pense au smartphone, aujourd'hui, si on veut travailler avec les jeunes, on va travailler avec les smartphones, et sur les smartphones, c'est pas les logiciels qui sont. Merci. Du côté des... Pas d'accord. Je voulais D'accord, pardon. relater une histoire. C'est le musée du Louvre qui, il y a quelques années, a voulu mettre à jour son intranet. Et comme ils étaient évidemment très habitués au mécénat, une société japonaise, une société informatique, qui était très heureuse de leur offrir un intranet. Et donc, ils ont dit oui. Le problème, c'est que quelques années après, la société a fait faillite et l'intranet ne pouvait plus être modifié d'un détail. Donc, ils ont l'intranet du Louvre, vous imaginez ce que c'est, est resté bloqué et il a fallu réinvestir de façon très coûteuse. Moi, je voulais répondre sur les 2 arguments que j'ai entendus. Déjà sur les fonctionnalités, moi ça fait 15 ans que j'utilise des logiciels libres, y compris des logiciels très pointus, vendus extrêmement cher par un certain nombre de marques que par exemple je ne citerai pas. Mais et pourtant j'utilise vraiment du matin au soir les logiciels, je les pousse extrêmement loin, je n'ai jamais été bloqué par une fonctionnalité manquante. Véritablement. Il y a un certain nombre, y compris montage vidéo, avec des choses extrêmement complexes. Je pense qu'à un moment donné,
l'intérêt du logiciel libre, c'est de pouvoir être manipulé, y compris modifié. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu, hein, c'est que, alors évidemment, il faut des gens qui connaissent, mais c'est modifiable. Et donc, c'est adaptable à de nouvelles fonctionnalités s'il y a besoin. Il y a des communautés, on parlait de liens sociaux, il y a des communautés qui existent et qui travaillent justement là-dessus. Et que c'est une façon aussi de renforcer justement l'impact du logiciel libre. Donc ça, c'est sur la fonctionnalité. Sur ce que tu disais sur le partage, notamment des jeunes avec les smartphones, si on laisse la place aux structures qui vont en boucle, qui sont commerciales, ben, effectivement, à un moment donné, c'est elles qui vont être partout. Mais c'est aussi elles qui vont diriger un certain nombre de nos actes. Et donc je pense que rien que pour ça, c'est important de montrer qu'il y a d'autres choses qui existent. Alors c'est vrai que c'est des fois un petit peu confidentiel, mais si on ne le fait pas de façon active, ça restera confidentiel et puis on va perdre des plumes. Merci Luc. De l'autre côté peut-être. Katia Lorlou, Karine, vous avez déjà parlé. Katia d'abord. Moi, je me suis mis de ce côté-là parce que toujours. Donc, simplement, il faut savoir s'en servir. Ok. Comment le logiciel? Le logiciel peut savoir s'en servir. Oui. Qu'il soit libre ou propriétaire. Oui, la question c'est de savoir s'il faut de l'installation ou pas, je crois. Ok, d'autres arguments là? Moi, je veux bien savoir ce qu'ils utilisent comme montage vidéo. Échange de pratique, Luc, échange de pratique. Alors là, aujourd'hui, je n'utilise plus ça, donc je ne saurais pas dire ce qui existe. Mais il y a toujours mieux. Non, mais j'utilise des logiciels comme Project Libre. Donc, il y a un logiciel Microsoft qui s'appelle Project, qui permet de faire un montage de projet qui est très complexe, très complet. Oui. Et il y en a un autre qui s'appelle Project Libre, qui est a priori moins performant, mais qui vraiment permet de faire 99% de ce que fait Project Libre. Non, on va pas. Sur le montage vidéo, ils sont, comme c'est des logiciels complexes, ils sont souvent pas portés sous Microsoft. Oui. Oui, t'es intervenant en plus, donc ça va aller. Votre dernière interview peut-être? Si je peux me permettre de répondre sur le montage vidéo, parce que ça n'a pas été très bien défendu. Il me sent pas bien en ce moment. C'est pas du tout mon domaine, donc je ne connais pas par cœur les noms des logiciels. Pour le coup, il y a eu des témoignages ces dernières années de studios américains, d'effets spéciaux, choses comme ça, qui ont déclaré travailler sur du logiciel libre. Il y a plusieurs acteurs de l'industrie qui ont publié le code de leur logiciel, qui avant étaient propriétaires, et qui sont des logiciels de montage professionnels. Du coup, c'est un des domaines où aujourd'hui on voit que ça se professionnalise. Et je suis d'accord pour dire que ce n'est pas encore le cas dans tous les domaines, mais c'est des choses qui commencent à se développer aujourd'hui. Si vous avez vu Avatar, il a été fait avec un logiciel libre, par exemple. Un petit film. Bon, ça n'a pas beaucoup bougé, mais c'était assez clair. Est-ce que vous avez d'autres interventions ou on clôture cette phase et on passe à la table ronde? C'est bon pour vous? Ok, ben merci d'avoir joué le jeu. Merci Pauline. Et puis, Frédéric, c'est à toi que je confie le micro. Merci. Alors, je crois qu'il va nous manquer une chaise, mais enfin on va se débrouiller. Si je vais rester debout, c'est très bien. Vous voulez vous installer dans les grands fauteuils nuages? Ça marche bien. Allez-y, je vous en prie. Célia. En piste. Bon, un grand merci à Colline et un grand merci à vous tous parce que vous avez été très persévérants et très actifs. Alors, donc, tous les
trois, vous allez être sur la sellette pour répondre maintenant à toutes les questions et réagir, merci, et réagir à tout ce qu'il y a pu se dire. Donc, Célia Gonzalez, qui est chef de projet formation à Solidatech et co-formatrice à AnimaCop. C'est ça. Donc, je regarde sur ce que c'est exactement. Pierre Rudloff, chargé de mission numérique à Animatrac, réseau des associations étudiantes, et Pascal Gascoin, qui est chargé de projet, chargé de mission au CMEA, une fédération d'éducation populaire. Donc tous les trois des spécialistes du numérique. C'est formidable, c'est assez adapté, je pense. Alors, on a beaucoup parlé d'accompagnement finalement, j'ai l'impression que ce qui est quand même beaucoup